Bonjour à tous, je pense qu'on va pouvoir démarrer notre journée ensemble. Alors je me présente, Gentiane Thomas, moi je suis syndicaliste à la CGT et membre de l'Union départementale de Paris, qui nous accueille ici à la Bourse du Travail, Salénaf. Alors j'ai la mission, lourde d'introduire cette journée et de faire en sorte que cette journée elle soit dans la dynamique. Ça va pas être on va pas faire un enterrement des CHSCT, mais bien une construction du CHSCT dont on aurait besoin dans nos entreprises pour prendre en compte la santé et le travail, puisque les deux sont fortement liés. Alors, aujourd'hui, je vous remercie tous déjà d'être présents aujourd'hui, un lundi, parce que c'est compliqué de pouvoir être présent relativement à l'heure, 9h, 9h30, c'est déjà bien. Donc, par rapport à cet appel, vous avez répondu à l'Assemblée à un appel pour une Assemblée nationale pour les CHSCT. Cet appel il a été lancé par un collectif de citoyens militants, mais qui viennent de divers horizons. Vous avez une diversité des organisations syndicales. Toutes les organisations syndicales sont ici présentes. Vous avez des représentants du personnel, vous avez des universitaires, vous avez des médecins du travail, des inspecteurs du travail, tous ceux qui sont acteurs de la santé et de la prévention de la santé au travail. Donc des acteurs majeurs, et on a réussi au moins, toute organisation syndicale confondue, à faire de cette journée une journée de construction avec un objectif commun, qui est celui, justement, de lutter contre la disparition des CHSCT et d'aboutir à un appel à la fin de cette journée pour construire le CHSCT de demain, lui donner plus de moyens et plus de prérogatives. C'est ça notre journée aujourd'hui. Voilà. Donc, on a eu, par rapport à cet appel de soutien, on a eu 1200 soutiens de cet appel. On a eu on va avoir la participation aujourd'hui de personnes qui sont inscrites de à peu près 200 personnes. Et puis une trentaine de contributions sur le site, sur le blog qui a été ouvert à l'issue de cette pour cette Assemblée nationale. Et donc on réfléchira ensemble justement à poursuivre, à alimenter ce blog, parce que nos expériences réciproques peuvent nous enrichir tous. Donc merci à vous d'être tous présents aujourd'hui. Je veux vous faire pourquoi on est là. Bien parce que maintenant les ordonnances Macron qui ont été validées, ou votées par nos députés, valident alors ils disent la fusion des instances représentatives. Je parlerai plutôt, moi, de suppression de cette bête noire pour les entreprises qu'est le CHSCT, qui les empêche de produire, considère d'être un frein à la productivité de l'entreprise. Et pourtant, j'allais vous dire que si ils ont validé, cette disparition, cette suppression des CHSCT fait froid dans le dos, je vous dirais pour toi, est inquiétante pour les acteurs du travail, de la santé au travail que nous sommes. Eh bien, il y a des directions quand même locales sur des sites industriels, Céveso seuil haut, c'est-à-dire risque majeur, qui déjà signent des accords avec les organisations syndicales pour maintenir les prérogatives et les moyens au CHSCT de fonctionner. Leur donner les moyens d'aller sur le terrain, de faire des enquêtes, d'être au plus près des salariés pour discuter avec eux de leurs conditions de travail et qu'est-ce qu'il faudrait pour construire leur santé au quotidien.
quelle prévention il faudrait mettre en place. Ça existe, c'est possible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut qu'on se dise que c'est possible si ensemble, tous ensemble, voilà, on construit cet appel ensemble et on porte cet appel. Donc cette journée, alors je ne sais pas si je vous rappelle le rôle ou prérogative du CHSCT, je pense que si vous êtes là, vous en êtes tous à peu près conscients. Dans tous les cas, le droit, pour moi, le droit, au-delà de rappeler à la direction ses prérogatives, en termes de santé, d'obligation de santé et de sécurité, c'est tout ce travail de terrain au plus près du travail, réalisé au travers d'enquêtes, de droit d'enquêter pour analyser les risques au poste de travail avec les salariés, avec les travailleurs. Et ça, en fusionnant les instances, j'aime pas ce mot, en supprimant l'instance du CHSCT, en fusionnant, on fusionne, on réduit les moyens, en moyens financiers, mais aussi les moyens en moyens humains, en représentants, qui vont être amenés à discuter, traiter du rôle économique, ou de la santé et de la sécurité, et de plus avoir les moyens finalement d'être présent au quotidien avec des salariés pour construire cette santé au travail. Donc cette journée, elle va se dérouler en plusieurs temps. On va laisser la parole dans un premier temps aux élus et représentants, membres des CHSCT. On va faire une pause, après la pause, qui déroulera, je pense qu'on a démarré à 9h30, vers entre 10h30 et 11h moins le quart. Après, on laissera la place au débat. On prendra la pause méridienne entre midi et demi et 14h pour redémarrer les échanges à 14h ensemble. Et l'objectif quand même de cet après-midi, c'est de construire ensemble un appel pour le maintien des CHSCT. Alors on les appellera CHSCT ou autrement, mais avec maintien des moyens et élargissement des prérogatives de cette instance. Puisque dans la configuration actuelle, qui n'est plus actuelle, j'ai du mal, parce que qui était plus actuelle, c'était un CHSCT avec un effectif au-delà de 50 salariés pour l'entreprise. Maintenant, ça va être au-delà de 300. Vous aurez éventuellement le droit d'avoir une commission santé, sécurité et conditions de travail. S'il me semble, si c'est bien ça, qui est dans le... Maintenant, je ne sais plus comment on peut l'appeler, qui n'est pas encore la loi, mais qui a été quand même votée la semaine dernière, validée. Écoutez, moi, je souhaite vraiment qu'on partage nos expériences et qu'on fasse de cette journée une journée de construction et que cet appel, on le fasse porter au plus haut niveau pour être entendu. On a la possibilité, on a les moyens de le faire. Parce qu'entre ce qui est décidé au niveau national et après l'application sur le terrain, il y a j'allais vous dire des marges de manœuvre, mais des latitudes d'organisation qui nous permettent justement de reconstruire cette prévention et cette prévention de la santé et de la sécurité du travail et des travailleurs. Donc, pour ma part, moi, je ne vais pas en dire plus parce que je pense que nos échanges vont être très riches durant cette journée. Et franchement, je vous invite à vraiment partager et être faut rester quand même positif malgré tout ce qui nous, parce que tout ce qui nous arrive, parce que de toute façon, on va savoir construire parce que les besoins, ils seront, forcément là, et que il y a des enquêtes qui ont été faites et qui montrent que la présence des CHSCT vraiment permet d'éviter des accidents graves, mais permet aussi de déclarer plus d'accidents du travail, parce que finalement les entreprises, au lieu de porter leurs responsabilités parce qu'elles exposent les salariés à un risque, elles vont le faire porter à la société. C'est pour ça qu'on dit que le maintien des CHSCT, c'est un enjeu de santé publique et c'est aussi un enjeu environnemental important. Il a fallu, parce que c'est le procès, on a rendu la Cour d'appel de Paris, AZF, il a fallu quand même 16 ans de procédure diligentée par les CHSCT pour arriver à faire condamner l'employeur. À une peine minime, il a été quand même condamné. Voilà.
Donc c'est du travail de terrain, de pugnacité, mais voilà, on y arrive à faire prendre les responsabilités aux entreprises. Donc moi j'en arrêterai là pour ce qui est de l'introduction de cette journée. J'espère que nos débats seront riches et moi je vais laisser la parole à déjà un membre du CHSCT. Alors je ne sais pas qui. Pardon. Oui, bonjour, je m'appelle Mohamed Dini, je suis mécanicien cycle chez Vélib, ça fait 10 ans que je travaille. Je dois avouer qu'avant, je ne connaissais rien au syndicalisme et encore moins au CHSCT. Lorsque des potes m'ont proposé de me mettre au CHSCT, par curiosité, j'ai accepté. Et au final, j'ai fait 3 mandats en tant que secrétaire au CHSCT. Et je confirme les propos de madame disant que c'est la bête noire de l'employeur. Cyclocity, c'est quoi? Cyclocity, c'était un turnover démentiel de 300%, des licenciements massifs, une organisation de travail harcelante, et le tout chapeauté par un management infantilisant. À partir de là, l'entreprise avait plusieurs sites, 5 sites sur Paris, c'est beaucoup de travail de terrain, et j'ai pris mon pied. J'ai pris mon pied parce que l'employeur s'imaginait que personne n'aurait le courage d'aller au-devant de tous ces problèmes. Et la particularité du CHSCT, c'est qu'à chaque réunion, l'inspection du travail, la CRAMIF et la médecine du travail sont automatiquement invités. Et grâce à ces gens-là, j'ai pu diligenter 2 expertises. L'une sur les conditions de travail concernant tous les corps de métier. Vous avez des régulateurs, les gars qui déplacent les vélos d'une station à une autre. Vous avez des mécaniciens cycles, vous avez l'administratif, le centre d'appel, les agents d'entretien. Et comme le dossier était trop grand, je n'ai pas réussi, ce n'est pas passé auprès du TGI. J'ai attendu 6 mois. 6 mois après, il y a un collègue qui a déclaré une maladie professionnelle. Je suis revenu à la charge. Et là, c'était uniquement sur les mécaniciens cycles. Et là, cette fois-là, ça s'est passé. On a gagné. Il y a eu une expertise CHSCT. Ça remonte à 3 ans. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que l'employeur, quand il en parle et qu'il me voit, il se tord de douleur parce qu'il a dû mettre la main à la poche. Pour moi, le CHSCT est l'instance la plus importante des instances représentatives du personnel, dans la mesure où on agit directement sur la santé des salariés, sur les conditions de travail, on fait de la prévention, on est au contact avec les collègues, et les collègues savent que derrière, leur parole sera entendue par l'employeur. Il faut savoir aussi que Vélib, c'est un succès, c'est vrai, mais la face cachée de ce succès, c'est que les accidents de travail sont nombreux, les maladies professionnelles nombreuses, les handicaps nombreux. Quand vous avez des gamins qui, à l'âge de 20 ans, vous disent qu'ils ont mal au dos, normalement, on a ça à partir de la quarantaine, et là, non, c'est dès 20 ans parce qu'on leur demande de produire plus, de faire du chiffre, produire beaucoup de vélos, ou les régulateurs de déplacer beaucoup de vélos sur les stations, et le CHSCT est l'instance essentielle. Aujourd'hui, sa suppression, c'est une invitation à tous les patrons voyous de faire ce qu'ils veulent faire et de ne pas ménager la santé des salariés. Parce que pour eux, nous sommes sûrs que nous sommes juste un outil de travail dont on peut se séparer à la première défectuosité. Hop, on presse le citron, on jette. Et vu le nombre de demandeurs d'emploi qu'il y a sur l'île de France, aujourd'hui, Vélib a perdu, enfin le groupe Togo a perdu son contrat au profit d'une start-up soi-disant, mais il y a Auchan, la famille Muliez qui est derrière, Vinci, avec les parkings, Midas, Naruto, et ces gens-là trépignent, piaffent d'impatience de pouvoir mettre en place une organisation de travail harcelante et de licencier à tout bras. Donc, nous devrons réfléchir ensemble pour que le CHSCT puisse survivre face à ce rouleau compresseur des ordonnances Macron. Et ma proposition à moi, c'est que ça se jouera au niveau de la nouvelle instance qui remplacera le CE. Il suffit que les gars soient unis, qu'il y ait une liste unique pour que leur voix soit prépondérante face au patron. Voilà, merci beaucoup. Alors, Florian Marin,
Je suis délégué syndical CGT et secrétaire d'un CHSCT, Aéroport de Paris, donc une entreprise où traditionnellement on a quand même pu développer une structure HSCT assez conséquente. Mais je ne vais pas vous parler de ça. Hein. Bon, c'est une entreprise intéressante. Il y a 6500 salariés, il y a 3 plateformes. Mais c'est plutôt sous l'aspect de son rôle de donneur d'ordre. On est aussi représentant militant à l'union locale de Roissy, CGT bien sûr, et c'est plutôt cet aspect-là des choses qui est intéressant dans ce qu'on peut vous proposer de notre expérience. C'est d'ailleurs d'avoir, grâce au CHSCT, d'avoir pu créer des liens avec les sections syndicales des entreprises sous-traitantes et d'avoir une démarche convergente et constructive de revendications et surtout d'action commune. Donc ça a reposé sur... Roissy, c'est 90 000 salariés, plus de 300 entreprises. On travaille jour et nuit, 7 jours sur 7. On trouve tous les types d'horaires possibles, tous les contrats possibles, jusqu'au plus précaire, vous le savez. Et donc ça nécessite donc d'avoir une réponse adaptée à cette situation de dérégulation complète du travail. Donc j'en reviens à mon histoire de CHSCT à l'union locale de CGT de Roissy, où pour le coup on a renforcé, fait un effort considérable à partir de la formation et construit des liens et des stratégies de partage des problématiques et surtout de recherche de solutions en commun. Donc donneur d'ordre pour ADP, mais aussi Air France. On a aussi des camarades d'Air France qui parfois se joignent à nous, et pour développer une stratégie d'action qui consiste en quoi? Qui consiste en déjà, par exemple, pour ce qui concerne l'Aéroport de Paris, il y a une obligation de prise en compte des revendications des salariés mis à disposition. Déjà, c'est un bon point de départ, sur lequel je vous donne un exemple. Au lendemain de la grande grève dans la sûreté de décembre 2011, il y avait eu tout un catalogue de revendications tout à fait spécifiques aux conditions de travail qui avait été donc acté dans le constat de fin de grève, pour lequel il fallait maintenant une mise en œuvre concrète. Donc grâce à l'appui de l'inspection du travail localement et de l'action des CHSCT du donneur d'ordre, donc CHSCT d'ADP pour les aérogares, donc ça a consisté à faire un état des lieux, faire une expression de besoin avec les salariés et de concrètement exiger du donneur d'ordre comme a dit le camarade tout à l'heure, mettre la main à la poche et d'investir pour le coup, pour satisfaire les revendications des salariés. C'est un exemple. Hein. On a un peu plus développé ce qu'on était capable de faire aujourd'hui. On peut aussi organiser des réunions d'interpellation, pour le coup, du donneur d'ordre du marché conclu avec le prestataire, et on est capable aujourd'hui de conjointement organiser des réunions avec un cahier revendicatif important des responsables d'ADP, des responsables du donneur d'ordre. Alors, les entreprises sont les entreprises prestataires. Ça peut être SAMSI, KPMR, pour ce qui est la prise en charge des passagers à mobilité réduite, etc. etc. C'est-à-dire qu'on a développé une capacité d'intervention assez concrète, de manière revendicative, avec les CHSCT et les sections syndicales des sous-traitants. Oui. Alors on fait d'autres choses, hein, c'est ma camarade qui va vous préciser. Alors moi c'est clair, je suis beaucoup moins aguerrie que mes deux camarades qui sont au CHSCT depuis longtemps, mais parce que je suis nouvellement mandatée. Par contre, j'ai une autre fonction qui consiste à gérer les plans de prévention en coactivité dans les installations de tribagage où on a énormément de sous-traitance, donc de risque de coactivité. Et là où j'ai toujours vu un plus, c'est une des fonctions principales du CHSCT pour moi, même en tant que donneur d'ordre, c'est la seule instance en fait qui permet de coordonner l'analyse des risques pour tous les sous-traitants, parce que on en arrive à un point où on n'arrive même plus à savoir qui travaille pour qui. Enfin, c'est hyper compliqué. Ce qui les lie, et ce qui est dommage, c'est quand même les risques, parce que les risques restent les mêmes. Et le fait que les CHSCT arrivent à se rencontrer lors des plans de prévention ou à l'UL, chez nous, on a la chance d'avoir une UL
qui travaille sur la formation et du coup qui leur permet de se rencontrer. Du coup, on arrive à garder un lien entre tout le monde, on arrive à retrouver les risques, à les analyser plus ou moins ensemble. En tout cas, on crée un réseau où la possibilité est donnée. Donc, autant, enfin, je l'ai déjà dit dans une autre réunion, autant je ne suis pas très optimiste sur le fait, sur les entreprises et la vie des entreprises avec tous les actionnaires qui se battent pour nous récupérer. Autant le CHSCT ou une instance équivalente, il faut qu'on se batte pour ça parce que c'est notre seul. Voilà, donc Louis-Marie Marnier pour compléter. Je crois que notre premier problème qu'on a eu à Roissy, c'était d'arriver à ce que les CHSCT, les entreprises sous-traitantes, fonctionnent d'abord comme des CHSCT, qui soient réunis, que les informations, que les directions donnent les informations légales, qu'ils puissent aussi traiter des sujets. Et très vite, et après la deuxième question, évidemment, c'est de faire que ces CHSCT deviennent des instruments de mobilisation des salariés, puisque on sait que les questions de santé au travail sont souvent des éléments de déclenchement des conflits, même si après, ça peut porter sur plein d'autres dimensions. Et évidemment, la difficulté, c'est que l'interlocuteur qu'on a en face de soi, le président du CHSCT, très vite se dédouane de sa responsabilité en disant « Ah ben je ne suis pas responsable ». Par exemple, il y a 15 jours, une camarade a fait un cahier danger grave imminent parce qu'une salariée, une chaise est tombée dans un aérogare d'enregistrement, dans un hall d'enregistrement, et évidemment l'employeur dit les chaises, c'est l'aéroport de Paris qui les met à disposition de l'entreprise, donc faites un cahier. Bon, d'abord je conteste le danger grave imminent, mais de toute façon en plus c'est pas à moi de changer les chaises. Et donc très vite on voit les limites de ces interventions. Et ce qui me semble important de voir, c'est que le travail de prévention des risques dans les entreprises s'est construit autour de la responsabilité de l'employeur qui est président du CHSCT et qui a une obligation de sécurité de résultats, et la sous-traitance, les mécanismes de sous-traitance conduisent à diluer cette responsabilité et à empêcher au CHSCT de fonctionner. Et notamment, on a pu voir qu'il y avait une loi en mars 2017, je crois qu'il faut être très attentif, qui d'ailleurs est intégrée dans le Code du commerce, pas dans le Code du travail, qui met en avant le devoir de vigilance dans les entreprises de plus de 5000 salariés et où les mesures de vigilance raisonnables propres à identifier, à prévenir les atteintes graves à la santé. Donc, autrement dit, on a une réduction complète du travail des CHSCT à travers cette idée d'un devoir de vigilance et non plus d'une obligation de sécurité de résultats. Et je crois que quand on regarde ces mécanismes de sous-traitance, on est un peu au cœur de ces questions. Est-ce que les employeurs, comme disait la jurisprudence NECMA en 2008, sont prêts à prendre la responsabilité des conséquences de leurs actes envers tous les salariés? Et je crois que c'est cet objectif-là qu'on a d'un point de vue syndical et d'un point de vue du travail dans les CHSCT. Moi, je suis un travailleur handicapé. Je travaille dans une association importante de travailleurs handicapés, une EA, une entreprise adaptée. Les salariés, les salaires sont subventionnés à 80% par les impôts de tout le monde. Et essentiellement et de plus en plus, pour survivre, nos salariés sont envoyés chez des sous-traitants et en particulier, par exemple, à l'aéroport de Paris. Il y a peu, à l'aéroport de Paris nous a fait une demande pour étendre un tout petit peu ses besoins, ce qui nous a amené à, par la force, accepter l'organisation d'un travail le samedi, dimanche et de nuit. Donc on a regretté à ce moment-là d'avoir du mal à justement travailler avec les CHSCT des entreprises qui nous reçoivent pour la plupart du temps. Et là, moi je suis très content d'entendre parler tout d'un coup. Ça fait très plaisir, on va peut-être pouvoir retravailler et travailler ensemble. Pour vous dire qu'est-ce qui se passe dans une association de travailleurs handicapés. La plupart du temps, des gens peu mobiles, relativement, et dont le salaire est immédiatement rentable dès que le poste est créé, parce qu'il est subventionné à 80-90%. Ma situation personnelle, je suis, moi, travailleur handicapé, dans l'association depuis 2007, militant CGT depuis 2012, membre de CHSCT, CE, CSPA. Et en 2017, il y a eu un renouvellement des instances. Ma direction a d'abord
truandé les votes au CE pour que je ne puisse pas avoir de responsabilité au CE. Elle a ensuite organisé elle-même, de manière tout à fait bizarre, les élections au CHSCT. J'ai été obligé d'en contester le déroulement. Et de ce côté-là, on vient de gagner puisque les élections au CHSCT ont été annulées par le juge du tribunal d'instance. Mais fureur de la direction, elle prend son téléphone, je suppose, mais il ne peut pas y avoir d'autre cause, et elle appelle le médecin du travail, qui me met en inaptitude pour que je ne gêne pas tout le monde. Il paraît que je parlais trop fort. Ça faisait peur aux travailleurs handicapés. Moi, j'avais saisi le CHSCT pour un problème de souffrance au travail, parce que justement, j'avais l'impression, c'était pas qu'une impression, d'avoir du mal à remplir mes mandats qui m'avaient été confiés par les salariés. Quand je suis arrivé à la réunion, l'ordre du jour avait été modifié, c'était plus une souffrance au travail, c'était 9 souffrances au travail avec des attestations quasiment copier-coller contre ma personne, parce que tous les autres c'était des bénis oui-oui, et moi je les empêchais un petit peu d'être bénis oui-oui. Donc, et alors donc là voilà, maintenant, comment ma direction a transformé le rôle du CHSCT pour le tourner contre un élu qui était un tout petit peu plus dynamique que les autres. Moi, pour le moment, je suis chez moi, j'ai contesté l'inaptitude, je suis chez moi depuis le mois de mai. Ils sont obligés de payer mon salaire, ils ont perdu les subventions, ils sont obligés de payer mon remplacement. Eh bien ça, c'est une association qui est payée par vos impôts. Il faut là que tout le monde le sache un jour ou l'autre, ça devient insupportable. Il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé dans un journal d'offres d'emploi un témoignage d'une cadre qui dit « c'est insupportable, tous les droits sont bafoués, tout est mauvais, sauf le fait que c'est un CDI. Je ne peux pas vous donner le détail parce que c'est un témoignage qui est précieux pour moi. Mais c'est une personne qui n'a pas tenu le coup depuis un an. Moi, j'ai vu 9 directions pendant le temps que j'y suis là. 9 directions successivement balayées les uns après les autres. La directrice que j'ai à l'heure actuelle, elle est arrivée, je l'ai entendue un jour au téléphone, elle disait « je suis là pour faire du propre ». Voilà, c'est ce qui s'est passé. La première chose qu'elle a fait, elle nous a fait faire 1 minute de silence pour les morts de l'année d'avant. Croyez-moi, ça fait mal. Bonjour, moi je suis dans la recherche publique. Donc les CHSCT pour nous c'est nouveau, ça n'a que 5 ans. Et au bout de 5 ans, on a encore du mal à les faire fonctionner. Je vais vous raconter l'histoire d'une restructuration chez nous pour essayer d'expliquer qu'en fait on n'arrive pas à trouver un terrain commun de communication entre notre direction et les agents. Donc en 2000, ça scratch. Début 2016, nous signons un contrat d'objectifs et de performance signé par Madame Vallaud-Belkacem, qui est ministre à ce moment-là, et Monsieur Emmanuel Macron, qui est ministre de l'économie, pour dégager, c'est le mot, dégager des moyens pour continuer à embaucher des chercheurs. Et quels moyens on va dégager? Ce sont les fonctions support. Pour cela, la direction fait un audit et demande à une boîte que je vais appeler PV de faire un audit. Cette boîte est payée très cher. Elle fait un rapport qui ne va jamais être communiqué à personne. Il est toujours secret aujourd'hui, malgré nos demandes. Donc, sont mis en place des groupes de travail dont on ne connaît pas vraiment la composition. Des gens n'ont pas le droit de parler à leurs collègues, ceux qui sont dans les groupes de travail, pour ne pas anticiper sur la réorganisation qui va être faite. On a fait plein d'actions pendant un an et demi, qui ont associé de manière très très proche le CA, conseil d'administration, le comité technique de la fonction publique, le CHSCT et les CHSCT de tous les centres, et l'action syndicale. Nous avons fait beaucoup d'assemblées générales, y compris en visioconférence, puisque nous sommes sur toute la France. Voilà. Et là-dedans, dans tout ça, on a fait vraiment un travail d'analyse de l'impact de la restructuration sur le travail de nos collègues des fonctions support. Je vous donne le résultat.
Donc, septembre, ça a commencé en mars 2016, novembre 2017. Novembre 2017, en fait, ce qui est en souffrance, ce sont les factures. On a un nombre de factures en souffrance incroyable. Donc, plutôt que d'optimiser notre système d'information, le système de gestion financière, au travers de ce qui était prévu, c'est-à-dire la dématérialisation pour pouvoir dégager des moyens, c'est-à-dire des personnes, ce système ne marche pas. Le nombre de factures, plutôt que de régresser, le nombre de factures en souffrance est en augmentation tous les mois. Et la direction nous dit, mais ce n'est pas la faute de la restructuration, ce n'est pas de notre faute, c'est la faute de la dématérialisation. Donc, nous ne sommes pas responsables. Plein de personnes sont parties. Donc, en fait, ils ont largement atteint leurs objectifs. Tellement de personnes ont été dégagées qu'on a dû embaucher des intérimaires. Et que maintenant, on va en recruter. Ce qui veut dire qu'on a perdu la mémoire, le savoir-faire des personnes. Les arrêts de travail sont en augmentation. La boîte qui a fait l'audit secret PV est toujours là. Et elle va maintenant s'attaquer aux services informatiques et au service des contrats de recherche. Je crois que je vais m'arrêter là. Je suis membre d'un CHSCT depuis 2005. Je me suis vite aperçu qu'entre CHSCT, on croit parler de la même chose parce qu'on utilise les mêmes mots alors que ce n'est pas du tout la même chose. Je suis membre d'un CHSCT pour 7500 salariés. C'est la RATP, hein, c'est pas... On est 9 élus, mais à BUS, ils sont 15 000, ils sont 9 élus. Donc en fait, quand nous arrivent des changements comme ils nous sont proposés, je le dis avec un grand sourire, à l'heure actuelle avec l'arrivée du CSE, il est clair que les impacts sont totalement différents pour des CHSCT de grande ampleur comme ceux que je connais que pour un petit CHSCT d'une petite entreprise qui rencontre forcément des difficultés totalement différentes de celles que nous on rencontre. Déjà, nous, il faut se mettre d'accord entre organisations syndicales. C'est pas gagné. Il faut déjà qu'on soit d'accord entre nous pour pouvoir intervenir dans le sens des salariés. Sur des structures plus petites, il y aura peut-être peut-être deux syndicats, ou peut-être pas du tout. Donc on est face à d'autres difficultés. Des droits d'alerte, est-ce que beaucoup de CHSCT en déposent ? Certains appellent ça un droit d'alerte, d'autres un DGI, c'est la même chose. Danger grave imminent, peu importe la terminologie, au bout du final, c'est la même contrainte pour l'employeur. Mais comment ils sont gérés aussi ? Qui a recours à l'inspection du travail ? Est-ce que l'inspection du travail va intervenir quand vous la sollicitez ou pas ? Je pense que les questions que je me pose, moi, à l'heure actuelle, je ne vous le cache pas, je ne me dis pas que c'était bien le CHSCT, je me demande comment je vais pouvoir, si par bonheur je suis réélu, pouvoir effectivement exercer ce droit de CHSCT plus ou moins comme j'ai pu l'exercer jusqu'à aujourd'hui. Dans l'intérêt des salariés, évidemment, puisque c'est quand même le but au final. Et le CHSCT, avant tout, à mes yeux, c'est la prévention. Alors qu'on sert le plus souvent, de pompier et pas de préventeur. Donc c'est effectivement les outils qu'on a à disposition, comment on peut les mettre en œuvre, comment on peut les mettre en action pour le bénéfice de tous. Là, c'est les questions que je viens chercher, en fait, et les réponses que je viens chercher, et les questions que je veux poser, parce qu'effectivement, ce qui me préoccupe, c'est plutôt demain qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis encore sur un mandat de CHS. La seule question que je peux me poser dans l'exercice quotidien, c'est est-ce que mon mandat va être prorogé d'1 an, puisque nos élections correspondent pile poil, ou pas ? Donc vous voyez le niveau de la question.
Hein, là, c'est vraiment qu'à titre personnel, ça s'arrête à ça. On ne va pas se dire que je vais chambouler le monde avec ça. Mais je continue au quotidien. L'autre question qui va vraiment me préoccuper, par contre, c'est la rupture. Quand on passe d'un CHSCT à un CSE, qu'est-ce qui se passe juridiquement? Pour la petite histoire, comme je vous l'ai dit, mon premier mandat, il a plus de 12 ans. Et en 12 ans, sans vous rentrer dans les détails et les noms barbares qu'on utilise à la RATP pour nos départements, mais si vous voulez, mon établissement, il a été modifié. Ça n'a rien changé, hein, c'était même pas des restructurations, hein, c'était juste pour pas ranger les mêmes agents avec les mêmes agents, quoi. Voilà, ça s'arrête à ça. C'était juste ce truc-là. Mais quand on est dans une continuité de CHSCT et qu'on l'a assumé et qu'on a une partie de cette histoire, quand on demande la recherche de documents, vous pouvez vous asseoir dessus, hein. Même dans une grosse entreprise, soi-disant structurée, qui marche bien sur ses rails, comme la RATP. Bizarrement, non, un tel il travaille plus là, alors je sais pas comment il archivait, machin est plus là, donc je sais pas comment il archivait. Donc au bout du compte, non, je sais pas comment je vais retrouver ces documents-là. Parce qu'il y a cette continuité, évidemment. J'ai jamais eu de choses plus graves à gérer que des tentatives de suicide ou des suicides sur le lieu de travail. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu à gérer plus grave, j'imagine, hein, parce qu'il y a des trucs lourds. Mais non, c'est déjà pas mal, mais je vous assure que quand on est dans une entreprise qui bouffe de l'amiante à tour de bras, c'est pas un ou deux qu'on gère, c'est des camions entiers, puis on se demande où sont les collègues. Donc je ne diminue pas ce que j'ai pu gérer, je veux juste dire que voilà, c'est ce genre de choses. Je fais station, gare, contrôle. Bon, voilà. C'est un domaine particulier, comme tout domaine professionnel, mais bon, on n'est pas sous les machines et on ne se prend pas des machines dans la gueule, quoi. Voilà, on n'est pas à la maintenance, qui ont d'autres problématiques. Et quand on rentre dans le champ des risques psychosociaux, qui est principalement les préoccupations métiers dans mon domaine, bon, alors là, on est dans le flou artistique total, hein, parce qu'il y a une littérature énorme concernant ces risques, mais chacun a le droit de l'interpréter comme il le veut, et selon le côté de la table, vous connaissez l'histoire, bizarrement, on ne voit pas les mêmes choses. On n'est pas sensible de la même manière, on ne voit pas du tout les choses de la même manière. On peut lire le même bouquin, mais on ne le comprend pas de la même manière. Voilà. Ça pose véritablement un petit problème, mais bon, je crois qu'il est récurrent dans l'histoire syndicale et dans l'histoire de la défense des salariés. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je viens chercher ici. Parce qu'à mes yeux, le plus gros... Je vais juste terminer avec ça en disant, l'arrivée du CSE ne me fait pas flipper. Enfin, je le dis, voilà, c'est pas... Moi, je suis pas du genre à me dire c'était mieux avant, quoi. Avant, c'était pourri aussi. Seulement, quand on s'en rappelle, on a tendance à s'en rappeler avec de bons souvenirs et puis à foutre de côté les mauvais. De toute façon, je suis pas assez vieux pour pas avoir connu les CHSCT en tant que jeune travaillant, hein. Ça a toujours existé pour moi en tant que travailleur. Mais malheureusement, je suis assez vieux pour en connaître la disparition. Je le regrette quand même. Mais je pense que l'essentiel n'est pas touché dès l'instant où le cœur du CHSCT, c'est sa possibilité de droit d'alerte. Dès l'instant où le droit d'alerte est préservé, je pense sincèrement qu'il y a des moyens très très forts d'utilisation. Alors après, pour se dire comme ça, on ne se parle pas forcément, on parle avec les mêmes mots, mais on ne fait pas la même chose. Mon CHSCT cette année, c'est 50 séances. D'accord, hein, sur normalement, 4 prévues, programmées, hein, d'accord. Nous, c'est une séance programmée par mois. C'est 50 séances. C'est entre 15 et 25 droits d'alerte. Ça dépend des années. S'il fait plus ou moins chaud, on en dépose plus ou moins. D'accord. Mais le droit d'alerte, il nous sert aussi en droit de pression. Enfin, il faut arrêter les conneries. On va pas, là, on est entre nous. Hein. On va pas se la raconter. S'ils nous cassent les couilles, on leur en colle un petit. Voilà. Et comme un seul élu peut le poser, imaginez qu'on peut s'amuser aussi. Enfin bon, ça, c'est des choses qui sont réelles, et ça continue. Et pour leur grand malheur, ils vont même filer le droit d'alerte d'épée. J'ai dit pour leur malheur.
Parce que pour les risques psychosociaux, je pense que les droits d'alerte DP sont vachement plus adaptés qu'effectivement le droit d'alerte qui est plus générique. Non, j'aurais posé des camions aussi sur des cas individuels des droits d'alerte. Mais le droit d'alerte DP permettra. Ben, évidemment, parce que moi, il faut me couper. Sinon, ah non, mais ça, c'est... c'est fait. Eh ben, au prochain. Oui, Christine Poupin, je suis secrétaire du CHSCT de quelque chose qui s'appelle aujourd'hui Borealis Chimie, mais qui a été par le passé AZF, puisque c'est l'usine de Grand-Quevilly qui est l'usine sœur de Toulouse. Donc moi, je vais intervenir sur la sous-traitance, donc un peu en relation avec ce qu'ont dit les camarades auparavant sur la sous-traitance pour deux raisons, parce que c'est une question qui est pour nous absolument centrale dans ces entreprises de la chimie. Bon, la question de la sous-traitance a été au cœur de l'explosion d'AZF. Bon. Et la sous-traitance, elle est au cœur du quotidien dans les entreprises. Elle est au cœur numériquement. Moi, ça fait longtemps que je suis dans l'usine. Quand j'étais embauchée, on était 1800. Aujourd'hui, on est 350, avec la même couleur de bleu. Et puis, il y a 200 salariés qui n'ont pas la même couleur de bleu, mais qui sont là en permanence. C'est ce qu'on appelle les entreprises au contrat, qui sont des entreprises de sous-traitance. Et on le sait, et je voulais insister sur un aspect. Évidemment, la sous-traitance, c'est la sous-traitance des risques. Dans des entreprises comme les nôtres, la sous-traitance, c'est tout ce qui concerne la chaudronnerie, la mécanique, l'électricité, une grande partie de la régulation, le nettoyage industriel, toute une série de fonctions support. Mais dans l'énumération même des métiers que je viens de citer, on voit bien que ce sont les salariés qui vont intervenir dans ce qu'on appelle les phases dégradées, dans les périodes d'arrêt, en gros quand ça ne marche pas. Bon, puisque nos directions parlent toujours de se recentrer sur le cœur du métier, que le cœur du métier pour eux est quelque chose d'extrêmement restreint. Bon, effectivement, il y a déjà la dimension de tout ce qui comporte des risques supplémentaires, bon, est confié aux entreprises de sous-traitance. Normalement, évidemment, tout est prévu, et donc on doit faire des analyses de risque. Et dans les textes, les choses sont extrêmement précises, puisqu'il faut analyser le risque donné par l'entreprise de Nussdorf, ce qui n'est pas exactement banal dans des entreprises comme les nôtres, qui manipulent un certain nombre de produits particulièrement peu sympathiques, et puis les risques du métier. Mais je pense qu'il faut ajouter un risque qui est un risque spécifique à la sous-traitance, c'est-à-dire en plus du risque de l'entreprise de donneur, du risque de l'entreprise intervenante, il y a le risque qui est lui-même directement lié au statut même de la sous-traitance, directement lié à ce caractère de contrat commercial qui fait que les salariés, en plus d'être déjà dans une situation de domination du fait même de leur situation de salariés, sont en plus chez le client. Et le client a toujours raison, et il y a toujours la menace du renouvellement, du non-renouvellement de contrat. Je dis ça parce que j'y reviendrai à la fin, mais quand on parle des questions de prévention, quand on regarde du point de vue des directions d'entreprise, au bout du bout, il y a toujours l'idée que la responsabilité, elle va malgré tout reposer sur le salarié lui-même qui va intervenir. C'est lui qui avait qu'à. Il avait qu'à. Alors il y a plein de trucs qui sont prévus. Chez les uns, ça s'appelle Minute Papillon. Chez les autres, ça s'appelle Take Two. Chez les autres, ça s'appelle je sais plus quoi, Stop Machin. Enfin bon, ils ont beaucoup de créativité, mais qui renvoient toujours le même message. C'est-à-dire, c'est toi qui va aller intervenir au bout du bout, et c'est sur toi que repose la responsabilité de dire bah non, je ne vais pas y aller parce que ça le fait pas, alors qu'on sait que c'est déjà pas évident pour les salariés en général, mais pour un salarié en sous-traitance avec toutes les menaces sur l'emploi qu'il y a derrière, c'est encore plus compliqué. Donc moi je voulais insister sur cet aspect-là qui n'est en fait jamais pris en compte. Alors après, quand les directions d'entreprise sont finalement obligées de se confronter aux problèmes qui sont liés à la sous-traitance, et en général, on le sait, c'est à la suite d'accidents. Bon, il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place pour
y revenir, mais ce n'est pas mon propos avec la loi à la suite d'AZF. Bon, dans notre entreprise, ce qui a fait remis un petit peu la question sur le devant de la scène, c'est un accident qui n'était pas un accident plus grave que les autres. Il avait une seule caractéristique, c'est que c'est un accident qui est sorti des frontières de l'entreprise, et ça c'est une chose que n'aiment pas les directions d'entreprise, c'est comme c'était un gros nuage bien orangé qui s'est vu à l'extérieur, ça a fait un peu de ramdam et ça a obligé à reposer la question. Bon. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est que quand les directions d'entreprise se posent la question, c'est toujours de manière extrêmement formelle, toujours au travers de procédures, de textes en plus, de modes opératoires en plus, etc. Enfin, de choses qui sont extrêmement loin de la réalité. Pour revenir sur la réalité dans l'entreprise, j'ai dit la sous-traitance est une réalité qui est absolument massive. Donc l'entreprise prétend répondre à ses obligations de prévention et donc elle fait ce qu'elle appelle quelque chose. Ne cherchez pas, ça n'existe pas, mais en vrai ça existe, le plan de prévention annuel. Donc ça se passe dans une salle de cinéma qui est à peu près, je sais pas, 3-4 fois grande comme celle-là. Il y a des centaines et des centaines de personnes qui sont là, très peu de gens qui vont être amenés effectivement à intervenir sur le terrain. Et puis il y a des PowerPoint, vous connaissez tout ça, et on vous raconte, etc. Puis alors après, quand même, ils vont sur le terrain. C'est-à-dire que la direction affrète des bus qui font le tour de l'usine, qui ne rentrent pas dans les ateliers, il ne faut pas exagérer quand même, et qui font le tour de l'usine. Ça s'appelle le plan de prévention annuel. Je vois qu'il y a des gens, il n'y a pas que chez nous qui font ça. Ils ont aussi une certaine pratique collective entre eux. Voilà. Et ensuite, on va simplement avoir des sortes de déclinaisons de ça. Mais ça, c'est déjà, ça compte pour pas grand-chose. Bon, et puis, à l'autre bout, après, on va avoir parfois des plans de prévention spécifiques, mais quand on les regarde, on a des modes opératoires, mais le mode opératoire est en général un mode opératoire assez générique. Il y a tout, sauf ce qui vous intéresse. Il y a, ça parle de tout, sauf ce qui va effectivement se passer. Alors, juste pour terminer sur la place du CHSCT, à peu près la seule chose sur laquelle, qui est effectivement un point d'appui, c'est comment on va réussir à réintroduire le travail réel dans cette affaire-là. L'outil, c'est malgré tout l'obligation qu'il y a d'une inspection préalable conjointe, c'est-à-dire du fait qu'on va aller voir sur le terrain l'endroit où on va faire le travail et que normalement on devrait pouvoir discuter avec celui ou celle qui va faire le travail et savoir comment il va s'y prendre, etc. Le seul outil qu'on a du CHSCT, c'est que le moyen de vérifier qu'il y a effectivement eu cette inspection préalable conjointe, c'est qu'elle n'existe que si le CHSCT en a été informé. Bon, voilà, donc pour conclure, je pense qu'il y a à la fois toute une série de dimensions extrêmement formelles qui peuvent nous prendre énormément de temps et d'énergie, et le temps et l'énergie c'est quelque chose après lesquels les membres de CHSCT courent tout le temps parce qu'on ne peut pas être partout, mais en même temps il y a un certain nombre de verrous qui ne sont intéressants qu'à partir du moment où ils permettent effectivement de réintroduire de la réalité, de réintroduire du travail réel, de réintroduire de la discussion autour de ce qui va effectivement être fait. Et je pense que c'est ça l'essentiel de la richesse du CHSCT, même s'il faut connaître plein de trucs qui permettent ensuite de les obliger à nous informer, nous convoquer, nous inviter, etc., etc. Mais en ne perdant jamais de vue que notre obsession, nous, c'est le travail réel. C'est ce qui se passe réellement sur le terrain, parce que le reste, c'est souvent quand même beaucoup de baratin. Bonjour à tous. Donc moi, je suis... mon entreprise, c'est l'État. Je suis professeur des écoles. Donc je travaille pour l'éducation nationale. Donc les CHSCT, c'est très récent chez nous, en fait, dans la fonction publique et surtout dans l'éducation nationale. Ça date de 2011. Avant, il y avait les CHS, mais on n'avait pas le droit de parler de travail, pas de conditions de travail. Bon, on le faisait quand même, évidemment, mais c'était toujours un petit peu par le petit bout de la lorgnette. Alors, je suis secrétaire du CHSCT de l'Académie de Créteil. Donc tout à l'heure, j'entendais les copains de la RATP. Nous, c'est 75 000 agents, donc c'est déjà des grosses affaires avec des dizaines de métiers, avec des dizaines de risques, puisque ça va du risque chimique, risque technologique,
jusqu'au risque psychosocial, etc. etc. Hein, donc, et tous les risques TMS, hein, avec les charges lourdes, etc. Donc, il y a pour faire très vite, hein, il y a 3 niveaux de CHSCT dans l'éducation nationale. Il y a le niveau ministériel, le niveau académique dont je suis en train de vous parler, et après le niveau départemental. Il y a un CHSCT par département, et après il y a des CHS dans les établissements du second degré. Donc tous ces lieux, c'est des lieux où ça commence à se mettre en place. Hein, moi je peux dire que finalement, depuis 2011, il y a matière à espérer que les choses commencent à changer. C'est pour ça que je suis là, parce que en fait, moi j'ai participé à toutes les manifs contre les ordonnances Macron avec mes petits camarades de la FSU depuis septembre et même avant, notamment sur la question des CHSCT. Parce que je sais bien que maintenant qu'ils ont fait péter ça dans le privé, ça va être notre tour, enfin ça risque d'être notre tour. Bon, peu importe l'organe, hein, moi je suis d'accord, quelle que soit la façon dont ça s'appelle, la question c'est de savoir est-ce qu'on va être capable de remettre ou de mettre la question du travail au cœur de nos préoccupations dans nos entreprises, dans nos services. Bon, je passe à côté de la question de la qualité du service public. Hein. Quand vous avez des enseignants ou des agents du service public qui ont une santé complètement dégradée, notamment par exemple dans les hôpitaux, mais chez nous aussi évidemment, la qualité du service s'en ressent. Hein. Donc avoir des agents en bonne santé, c'est bon pour tout le monde. Voilà. Alors, donc, ce qui a changé chez nous, c'est que petit à petit, par exemple, maintenant, on a des décharges fonctionnelles. On n'avait rien avant. Moi, par exemple, j'ai une demi-décharge fonctionnelle pour le CHSCT pour m'occuper de ces questions de santé au travail et de prévention des risques. On n'avait que dalle avant. Ça nous permet de quoi faire ? D'aller sur le terrain. Et d'aller sur le terrain, par exemple, ça nous permet de faire des visites. C'est tout bête. Aller visiter pendant 2 jours un lycée et s'entretenir avec les collègues pendant 1 heure et mettre au cœur de cet entretien la question de son travail, de l'énergie qu'il y passe, du temps qu'il y passe, de la reconnaissance qu'il y a et du risque qu'il y prend et de comment il peut mettre en place des stratégies pour transformer à son niveau à lui, mais au niveau de son équipe aussi, ce travail, c'est passionnant, parce que du coup, c'est reprendre la revendication, non pas par quelque chose qui descend, mais une revendication qui est recréée à partir du travail salarié lui-même. Et alors, donc, on présente ça en CHSCT ensuite, hein, donc ces entretiens, les questionnaires qu'on a mis en place aussi, qui sont remplis par l'ensemble des collègues de l'établissement qu'on est en train de visiter. Et d'ailleurs, ce questionnaire, il a fallu se battre comme des chiens pour le faire accepter, parce qu'en fait, évidemment, on parlait travail dedans, et on mettait en cause la position de l'employeur, même si c'est l'État patron. Et donc, chaque question a été modifiée. Il disait, ouais, ça c'est orienté. Bon, on a tenu bon, on a réussi à faire passer ce questionnaire. Il nous sert, par exemple, à identifier un truc tout bête, que, y compris dans la fonction publique, dans l'éducation nationale, maintenant, les collègues, ils parlent y compris d'exploitation. Ils disent, ouais, je suis exploité au travail. 38%. 38% des collègues disent ça. Il y a 20 ans, ça n'existait pas. Ben, la question était posée de toute façon. Bon, voilà, donc des petites choses comme ça. Et ça nous permet ça de présenter ces comptes rendus de visite de CHSCT, ces comptes rendus de visite d'établissement en CHSCT académiques ou départementaux, avec des avis, des préconisations qui sont votés. Et l'employeur, du coup, face à des diapos, à des analyses d'entretien, est mis devant sa responsabilité d'employeur, comme dans le privé. Vous êtes responsable de notre santé au travail, vous devez agir. Alors, on vote les avis un par un. Bon, après, il faut faire des groupes de travail pour voir s'il suit les avis. Mais voilà, pour nous, c'est quand même une arme un peu nouvelle. Alors, je semble peut-être un peu naïf, parce que tout ça, dans le privé, vous connaissez au moins depuis 82. Nous, c'est tout neuf. Et alors on débute, hein, on fait comme on peut. Mais rien que de faire ça, ça change un petit peu notre façon de voir les choses. On arrive même, avec l'autorisation de l'employeur, à aller voir travailler les gens sur poste, dans leur classe. Et là, on voit comment ils mettent leur vie en danger.
Pour la petite histoire, j'ai été regarder une collègue bosser en maternelle il y a une quinzaine de jours, et en moins de 30 minutes, elle a déplacé 600 kilos. Vous y croyez, vous, là, un PE qui est tout qui... Ah bon, là, on est dans le déplacement de charge lourde, parce qu'il a fallu qu'elle déplace les 30 vélos à l'aller, et les 30 vélos au retour, toute seule. Donc chaque vélo pesant 10 kilos, vous avez compris, ça fait 10 kilos. Voilà, donc l'énergie qu'on y dépense, donc cette collègue, par exemple, elle veut démissionner. J'essaie de faire en sorte qu'elle ne démissionne pas, mais oui, on est dans le travail réel, là, dans comment fait-on pour que ce travail soit vivable. Alors après, sur la question des risques psychosociaux, évidemment, tout à l'heure on en parlait, vrai problème. Mais on arrive à mettre des groupes de travail, ça fait régulier, au niveau académique comme au niveau départemental, avec deux sujets. Un premier sujet qui est comment on exerce, comment on continue à enseigner avec des élèves à fort trouble du comportement. On a dans chaque école 2 ou 3 élèves qui mettent le feu, dans école ou établissement de second degré. Et on ne sait plus comment faire. Mais je crois que l'administration ne sait pas non plus. Donc là-dessus, jusqu'à maintenant, ils étaient dans le déni. Ils ont dit voilà, il faut faire des équipes pédagogiques, des machins. Mais là, on pose la question différemment. On dit attendez, ce n'est pas les élèves dont il faut seulement s'occuper, mais c'est aussi des enseignants, de la souffrance des enseignants. On se fait mordre, on se fait taper dessus, on se fait cracher dessus, on se fait engueuler par les parents. Donc il faut voir aussi. Alors, moi je suis pour accueillir, la FSU, on est toujours pour accueillir au maximum les élèves, quels qu'ils soient dans les classes, mais pas à n'importe quel prix. Et puis il faut se mettre du point de vue de l'agent, et de ses conditions de travail. Et ça renverse la boutique. Et donc on a fini au bout de 3 ans par mettre la DAZN dans l'obligation de faire des groupes de travail concernant la prévention des risques psychosociaux et physiques, je dirais, des collègues qui sont confrontés à ces difficultés-là. Alors donc, ce qui est intéressant, je dois finir, c'est ça, ce qui est intéressant, pour terminer, c'est qu'effectivement, ce qu'on identifie tout à fait particulièrement, c'est que le conflit avec l'employeur, maintenant, il est sur le travail. Et donc, dans les CHSCT, à des ministériels, la question du travail devient une question centrale. Et c'est de ça dont on ne veut pas se passer, et dont vous ne devez pas vous passer non plus dans le privé, j'imagine. Merci. Bonjour, je m'appelle donc Catherine Ledan et je travaille dans une très belle entreprise. Enfin, pour moi, c'est ma belle entreprise, c'est l'agence France Presse. Je ne suis pas journaliste, je suis cadre administratif, mais franchement, je me suis engagée, élue, déléguée, CHSCT, et je suis restée au CHSCT parce que pour moi, c'est la belle aventure humaine. J'aime les gens, j'aime mes collègues, j'aime mon entreprise, donc tout ça, c'est mon cœur qui parle. Et je crois qu'aujourd'hui, dans mon entreprise, je pense qu'ils ont tous un peu conscience de ce qu'est le CHSCT, ce qu'il leur a apporté, ce qu'il pouvait encore apporter. Et moi, j'ai essayé, en prenant divers mandats, de leur faire comprendre que leur santé, c'était leur santé. Et que c'était important déjà de s'occuper d'eux. Et de ne pas penser que s'engouffrer dans le travail, comme ça, parce qu'on se dit je suis journaliste, je suis technicien, je suis cadre, technique, parce qu'on a toutes les catégories de personnel, je fonce dans le travail. Ok, travaillez, mais ne vous oubliez pas. Et en fait, dans cette entreprise, les gens sont tellement à cœur de faire leur métier qu'ils s'oublient. Donc, on essaye de faire un petit peu... Ah, le mauvais bougre. Moi, je sais le mauvais bougre. Tu m'empêches de travailler, tu m'empêches ceci, tu m'empêches cela. Et puis maintenant, ils commencent à comprendre. Parce qu'en fait, l'entreprise change. Le regard sur eux a changé aussi. On a eu une dénonciation de tous nos accords. Il y a beaucoup de difficultés économiques aussi dans cette entreprise. Donc en fait, les effectifs diminuent, la surcharge de travail arrive et les problèmes augmentent parce qu'effectivement le métier à l'extérieur est aussi difficile. Les journalistes vivent quand même des choses que tout le monde vit, mais eux c'est toute la journée. Donc ils ont cette difficulté aussi à exprimer leur souffrance parce que ce mot il était dur à prononcer. Dans cette entreprise, les gens ne parlaient pas de leur souffrance. Ils disaient « j'ai beaucoup de travail ». Mais on sent que ce mot maintenant commence à résonner dans leur esprit. Donc du coup, j'ai essayé, avec tout le réseau qu'il y a dans l'entreprise, puisqu'on a beaucoup de syndicats, on a beaucoup d'élus, on est assez nombreux,
peut-être pas suffisamment, mais d'essayer de faire passer les messages à tout à chacun. Le CHSCT, il existe. C'est un partenaire. C'est quelque chose avec lequel vous devez réfléchir et pas dire c'est l'ennemi. Parce qu'effectivement, la direction, souvent le CHSCT, le CHSCT. Bah oui, le CHSCT, c'est important. Le médecin du travail, l'assistante sociale. Donc on essaye de faire, avec un réseau de tout à chacun, de faire passer le message à tout le monde. De demander dans l'entreprise à ce qu'il y ait des formations pour les managers, formation RPS. On essaye aussi de créer tout un tas de comités, c'est-à-dire qu'on a essayé d'être un petit peu au-devant de ce qui va se passer demain, c'est-à-dire on a créé une commission santé, un comité RPS, un comité handicap. Là, on essaie de travailler sur la qualité de vie au travail, le bien-être au travail. Tout ça, c'est des jolis mots, peut-être au départ. Mais en se les appropriant et en allant creuser, on fait passer encore des messages et des ouvertures d'esprit. On a installé des ruches sur le toit, on essaye de faire des massages pour les salariés. Et en fait, tout à chacun, dans l'entreprise, chacun essaye de regarder l'autre, de s'occuper de l'autre. Et je crois que c'est ça, c'est remettre l'humain et faire un espèce de réseau qui permet que chacun puisse s'occuper un petit peu de l'autre et d'avoir un regard bienveillant sur l'autre. Et je crois que l'instance qui est au cœur, mais fait que tous, on est le CHSCT. C'est-à-dire qu'en fait, le secrétaire amène une dynamique, amène un esprit, amène aussi une ambiance. Alors moi, je ne suis pas procédurière pour être procédurière. Moi, ce que j'attends, c'est le bon sens. C'est être vraiment avec un rapport avec nos dirigeants. Je me dispute assez souvent avec eux, hein, mais c'est entre nous. Mais disons qu'essayer de leur faire comprendre que notre entreprise, c'est la nôtre, et que c'est nous qui sommes au cœur de cette maison, que nous transmettons aux autres derrière, et qu'on veut garder et la sauvegarder. Donc en fait, on leur fait un peu, qu'ils soient un peu avec une culpabilité, que ça n'est pas à faire, ça c'est à faire, et c'est la prise de conscience. Donc demain, il n'y a plus de CHSCT, on va l'appeler autrement, il va se passer d'autres choses, mais je crois qu'il faut être inventif et force de proposition, et dire que nos entreprises, c'est nous, la force, c'est l'humain, c'est celui qui y travaille. Voilà, je voulais vous faire passer ce message. Merci, bonne journée. Bonjour à tous, Gérald Delecor, je suis inspecteur du travail à Rouen. Je le dis juste parce qu'on nous interdit depuis un an de le dire. Voilà, on nous interdit de faire état de notre profession et je pense qu'on diffusera un tract dans la journée. On a une de nos collègues qui est mise à pied à titre conservatoire et qui peut être évoquée pour le fait que le journal L'Humanité ait fait état de sa profession lors d'une action syndicale début octobre. Donc, je suis secrétaire d'un CHSCT à la Directe en Normandie, donc qui regroupe les services de l'inspection du travail, du renseignement public et les services de l'emploi. Alors d'autres sont intervenus sur les CHSCT de la fonction publique qui sont récents, mais qui sont récents avec des droits amoindris par rapport à ceux du secteur privé. On ne peut pas, dans le CHSCT de la fonction publique, imposer le droit à l'expertise, que ce soit risque grave ou projet important. On ne nous reconnaît pas aujourd'hui le droit d'agir en justice au nom du CHSCT. On va voir que c'est une des difficultés. Et en termes d'heures de délégation, l'arrêté du 27 octobre 2014 fait qu'on a un temps de délégation qui est environ 30% plus faible que celui du secteur privé, alors qu'on a, je pense que tout le monde en est conscient dans cette salle, un certain nombre de pathologies et de conditions de travail dégradées. Alors, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? Rien de très original, on a essayé de regarder les outils dont on disposait, et notamment autour de l'alerte pour danger grave et imminent, en matière de risques psychosociaux, parce qu'on est confronté principalement à cette difficulté. Et en 2014, on a fait une alerte non pas sur un cas individuel, mais sur un service de 17 personnes, dans le cadre d'une restructuration où les collègues commençaient à pleurer ici et là, à péter les plombs. Et notre administration, le ministère du Travail, on est toujours les mieux chaussés, a refusé donc l'enquête suite à ce danger grave et imminent, ce qui nous a amené à nous retrouver devant le tribunal administratif. Et le tribunal administratif et plus tard le Conseil d'État nous a donné raison, imposant la réalisation de l'enquête. Alors je le disais sur le site, pour ceux qui veulent regarder un peu ces aspects politico-juridiques, c'est intéressant. Alors pourquoi c'est intéressant effectivement ce danger grave et imminent? Parce que
dans les textes actuels, qu'on soit le Code du travail ou les décrets particuliers pour la fonction publique, il y a à minima l'obligation de faire l'enquête. Et éventuellement, après l'enquête, il y aura éventuellement divergence sur l'arrêté de ce danger grave et imminent. Et l'enquête qu'on a obtenue donc en 2014 a été une enquête longue, une enquête paritaire, mais où l'administration a été forcée de reconnaître un ensemble de facteurs de risque et de prendre des mesures de prévention, même si c'était tardif et à minima. Donc on a depuis reproduit 2 fois ce type d'alerte, en 2016 sur un service de renseignement avec des très fortes tensions avec le public suite à des réductions d'effectifs dans nos services. Et puis, pareil, suite à la fusion des régions, donc ce qui a amené chez nous la fusion des directs, on a fait cette fois un droit d'alerte sur les risques psychosociaux, mais sur un service de 70 agents qui sont répartis sur 3 sites, 2 à Rouen et 1 à Caen, et dont la fusion avait amené effectivement à une désorganisation du service, couplée à une situation de management agressif. Donc là encore, l'administration, donc cette fois sous menace effectivement d'une procédure judiciaire, a amené l'enquête, et l'enquête a mis en évidence l'ensemble des facteurs de risque qui étaient soulevés par les représentants du personnel. Et on a obtenu sur cette enquête dernièrement une expertise CHSCT, sachant que ça demande quand même l'accord de notre administration. Donc c'est un pas positif, mais même là-dessus, même quand on obtient, l'administration nous accepte l'expertise CHSCT, là encore les difficultés ne sont pas finies, puisque d'une part, le choix de l'expert, c'est l'administration qui le décide. On ne peut pas leur imposer l'expert, ça c'est vraiment un scandale. Et en plus, derrière, ils nous collent un appel d'offres, et donc ils prennent l'expert qui répond au moins 10 ans, et le moins 10 ans, bien évidemment, c'est sur le plan financier. Alors on continue cette bagarre, et on multiplie aussi les enquêtes pour accidents chez nous on dit accident de service, c'est l'équivalent de l'accident de travail pour nos petits camarades du privé, dans l'idée de mettre en visibilité un certain nombre de risques et de montrer les dégâts que font l'organisation du travail, dans une situation qui est comme pour le reste de la fonction publique, une diminution des effectifs, une réorganisation permanente, et puis la mise en œuvre des méthodes du management du privé dont on connaît les effets. Et puis on a voulu faire autre chose, on a aussi voulu utiliser un certain nombre de victoires juridiques de nos petits camarades du privé, certains en ont parlé tout à l'heure, je pense à l'arrêt SNECMAT 2008 où le juge pouvait interdire la mise en œuvre d'une réorganisation pathogène, et puis la bagarre qui a été continuée par nos camarades de la FNAC, notamment sur suspension du projet pour défaut d'évaluation liée à la charge de travail, ou ceux de la caisse d'épargne par rapport à la suspension du système de benchmark. Donc on a pris notre bâton de pèlerin, et suite à un refus de consultation de notre CHS sur la réforme de l'inspection du travail en 2014, dans une situation de réduction des effectifs et de tension extrêmement forte entre collègues et avec la direction, on a demandé au tribunal administratif donc de suspendre cette réforme compte tenu des risques directs pour la santé de nos collègues. Alors évidemment, comme on est dans une justice de classe, la réponse là a été moins favorable. Dans un premier temps, le tribunal administratif de Rouen nous a dit il n'y a pas d'urgence, puis s'il y a un risque grave, de toute façon les collègues pourront toujours utiliser leur droit de retrait. Vous voyez que le droit de retrait c'est quelque chose qu'on utilise quand même assez peu avec la peur qu'il y a de tous côtés. Et puis au fond, comme le tribunal administratif était gêné sur le fond, ils nous ont dit que ni le CHSCT ni les organisations syndicales n'avaient d'intérêt à agir contre l'État pour demander de suspendre nos réorganisations. Alors on continue la bagarre sans trop d'illusions, l'affaire est devant la cour administrative d'appel de Douai, mais ça nous paraît important de défendre les quelques droits qu'on a. Alors ce combat du CHSCT, effectivement d'abord un travail de terrain, parce qu'effectivement on voit bien qu'on veut nous aussi nous mettre dans des groupes de travail, des réunions, etc. Mais c'est pas trop notre dada. Notre dada, c'est de voir les collègues, de prendre la main à la direction et d'aller entendre les collègues et voir comment les collègues y bossent en pratique, donc de mettre en avant donc, les risques et les dégâts sur la santé du travail, et de tenter d'obtenir donc, la mise en place de mesures de prévention dans un contexte politique et budgétaire qui est extrêmement compliqué. Donc bien évidemment pour nous, défendre le CHSCT, sur lequel on a des craintes dans la fonction publique, c'est une évidence pour le public et pour le privé, mais en même temps c'est un outil. Donc on a besoin effectivement de droits nouveaux, et dans les droits nouveaux, pour nous il y en a un qui est important, c'est la protection des collègues qui utilisent leur droit de retraite. On voit bien que c'est le droit de retraite depuis 1982, qui est de fait peu appliqué, parce qu'on risque le licenciement, parce qu'on risque des sanctions, parce qu'on risque des mises en placard, et c'est vrai aussi malheureusement dans la fonction publique. Alors CHSCT, bilan depuis ces dernières années, beaucoup de travail, quelques succès, mais en même temps des conditions de travail qui continuent à se dégrader dans l'ensemble des services où on peut aller.
Et ce qui nous fait dire pour nous qu'on ne peut pas séparer cette bagarre sur les conditions de travail de la bagarre contre le système, hein, qui est vraiment à l'origine de cette dégradation des conditions de travail. Et donc pour nous, c'est vrai que c'est important d'organiser une lutte collective avec nos organisations syndicales, hein, dans la bagarre sur les lois contre les lois El Khomri, contre les lois Macron, contre les lois Rebsamen. Donc il faut effectivement qu'on arrive à obtenir le recul de ces lois, mais au-delà de ça, on est convaincu qu'on a affaire à un système qui est le système capitaliste, qui fait des dégâts dans le privé, qui fait des dégâts dans le public, et que cette bagarre, si on veut sauver nos conditions de travail, si on veut sauver notre peau et celle de nos collègues, on a intérêt à inscrire cette lutte dans une lutte d'ensemble contre le système capitaliste.